belle salle et tout le bureau se réjouit de cette soirée que nous allons passer de façon très agréable, j'en suis sûre. Alors, non seulement vous êtes des amis, mais vous êtes des amis, disons, de qualité, puisque nous avons parmi nous 4 administrateurs nationaux, Bernard Gomel, qui se fait tout petit, et c'est pas facile, Jean Potreau, Dorothée Soret et Claude Tran. Représentant donc le 15e, Odile Coiffier, le 12e, 13e, à nouveau Bernard Gomel, viendront sans doute Rosemarie Vilbert et Bernard, mais ils sont assez souvent, il faut le reconnaître, en retard, même si je l'apprécie beaucoup. Ensuite, venant de très loin, de Loire-Atlantique, je crois, elle représente la MOPA de Loire-Atlantique, Dorothée Soret, et je dirais aussi Monsieur Casalta, président de la SMLH 14e. Il est toujours très agréable et très fédérateur d'aller voir ensemble un certain nombre de manifestations culturelles dont regorge finalement Paris, il faut bien le reconnaître, et qui permettent effectivement à la fois de nous enrichir personnellement, mais d'avoir le plaisir d'être ensemble, et c'est le cas, je crois, dans la plupart des sections, à la fois parisiennes, hexagonales et même à l'étranger sans doute. Alors nous avons cet axe-là, nous avons un deuxième axe qui s'est dessiné au fil des ans et qui a pris une belle tournure, c'est l'ouverture à la jeunesse. Alors cette ouverture à la jeunesse, elle s'est faite avec difficulté au début et maintenant c'est les établissements répondent, pas systématiquement, mais en tout cas les classes, les écoles sont partantes, écoles concernant les maternelles, et puis nous avons effectivement sans doute alors les CE2, grâce à Marie-Dominique, et ce depuis quelques années je dirais, et puis des classes de CM1, CM2 qui sont soutenues, je dirais, par la MOPA. Alors c'est important cela parce que ça correspond complètement à l'esprit de la MOPA, pour l'essentiel d'entre nous, à l'engagement que nous avons eu pendant notre carrière, pendant notre travail, puisque les panneaux académiques, c'est d'abord tout de même cela qui fait que nous avons été décorés, ou bien que nous avons été distingués, sans être pour autant décorés, mais que nous avons été distingués. Et puis, je trouve que c'est aussi une façon très importante de reconnaître le travail des enseignants. Et j'ai été frappée, impressionnée par justement l'écho que cela avait, en tout cas dans les écoles. Voilà. Tous ceux qui dans cette salle m'ont élu au CA national, j'essaierai d'être digne de leur vote et de contribuer au développement de la MOPA. Revenons à nos moutons, comme on dit. L'année 2024 peut paraître difficile dans la mesure où nous avons un déficit de 1 400 €. Alors, on peut dire qu'on a fait des dépenses somptuaires, ce n'est pas le cas. Ce déficit est délibéré. Il est délibéré parce que nous sommes partis d'une situation où nous avions beaucoup de trésorerie suite au Covid où il y avait très peu d'activité. Et nous avons décidé d'utiliser cette trésorerie pour des actions d'utilité publique que la présidente a bien décrites, actions d'utilité publique qui ont été financées par cette trésorerie. En revanche, le fonctionnement est équilibré, nos activités qui ont été décrites sont à l'équilibre. Malheureusement, restent les frais bancaires qui sont élevés, qui ne cessent d'augmenter, mais c'est aussi dû au fait que maintenant nous sommes connectés par Internet, ce qui vous permet de faire des virements.
Et c'est un travail, je dirais, de fond sur l'apprentissage, le contact déjà avec les grands textes littéraires. Voilà. Enfin, c'est très difficile de parler de l'importance de la poésie et de la littérature chez des petits-enfants, mais beaucoup d'entre vous ont vu les enfants. J'ai toujours parlé de mon travail après que les gens l'aient vu. C'est beaucoup plus facile parce que c'est absolument extraordinaire. Voilà. Les grands textes de littérature et de poésie font que les enfants, c'est magique. Une classe, c'est magique. C'est étonnant parce que c'est 30 ou 25 ou 30 individus totalement différents les uns des autres et totalement semblables. Alors il faut les faire voyager comme ça, ensemble et en tenant compte de ce qu'ils sont complètement différents. Et là, moi, j'ai jamais trouvé autre chose comme voie royale que la littérature et la poésie. Parce que, bon, je vais dire pourquoi j'ai débuté comme ça, puis après je suis arrêtée parce que vous les avez vus. J'ai été, le premier poste que j'ai eu au Sahara, dans un endroit absolument improbable. Et il y avait plus de 50 enfants et je ne savais pas comment m'en tirer, je ne savais pas. J'étais là et puis bon, il fallait improviser. Et tout d'un coup, je ne savais pas. Donc je suis partie au marché aux Place des Chameaux, je me souviens, ça s'appelait Place des Chameaux. J'ai acheté 25 mètres de tissu bleu. Et puis, voilà, je les ai... voilà. Homère m'a aidée. Je suis partie avec Ulysse. Voilà, durant 2 jours, 2 nuits, Ulysse dériva sur la vague gonflée. Et voilà, avec ce tissu, c'est le voyage d'Ulysse. Et tout d'un coup, je me suis aperçue, et puis c'est resté gravé pour tout mon itinéraire d'enseignante, et ben voilà, ils ont vécu la même chose. Quel que soit leur milieu, leur culture, enfin ils étaient tous très très pauvres et très misérables là-dedans, dans ce désert. Et tout d'un coup, Homère a fait ce miracle extraordinaire, comme ça. Moi j'étais la aide, et puis tout d'un coup, la triangulation de poètes, eux et moi, hop, ça a marché. Et ils sont partis comme ça, 10 ans comme ça, les vers d'Homère. Et chacun après, j'ai pu les faire vivre quand ils étaient très timides et qu'ils avaient la langue était difficile. Et puis l'autre, au contraire, était dans l'emphase, etc. Enfin bon, ça m'a appris que c'était magique. La littérature et la poésie, c'était magique. Et surtout, il faut travailler avec de grands textes. Parce que là, il est là jamais. Ce sont des juges intraitables, les enfants. Quand on leur donne des textes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, ils les manipulent comme des comptines. Hein, bon, ça marche un peu. Autrement, ils ouvrent des portes et des portes et des portes. On peut ouvrir des portes à l'infini avec Baudelaire, avec Apollinaire, avec Rilke, avec Pessoa, avec les poètes chinois. Et puis alors, si on s'intéresse aux enfants qui sont chinois, turcs, javanais ou n'importe quoi, la poésie c'est universelle, donc il faut trouver des poèmes dans leur langue, ça les situe symboliquement d'une façon extraordinaire. Il faut travailler sur un thème, parce qu'il ne faut pas s'éparpiller partout, ça c'est certain. Et puis que tout thème, que ce soit l'eau, je ne sais pas, les 4 éléments, le goût, la mer et le voyage. Hein, la mer et le voyage. La mer et le voyage, ça mène toujours, ça parle toujours d'amour, de je sais pas, de mensonges, enfin bref, tout ce qui les agite et tout ce qui nous agite. Et là, ils trouvent des réponses merveilleuses avec la voix des autres, donc c'est très cathartique parce qu'ils peuvent parler de choses très importantes sans les dire eux-mêmes et par la voix des poètes, et ça marche. Bon, voilà. Et puis après, moi je me souviens, puis un deuxième élément aussi, je sais pas, je faisais un cours d'histoire sur les cathédrales, sur le Moyen-Âge, puis alors il y avait les croisées d'ogives, les travées. Je sentais que vraiment il y avait une espèce de pesanteur comme ça. Puis tout d'un coup, je me suis souvenue d'un livre de Gustave Cohen qui construisait les cathédrales, et voilà, c'était devenu absolument merveilleux. Ils ont pris tous ces mots barbares et puis ils les ont fait vivre. Et je me souviens que le texte finissait par cette construction adéquate à son objet. Ben, l'adéquation avec l'objet qui est divin,
parfaitement comprises. Et puis je me suis rendu compte aussi, bon, il fallait vite, qu'il y avait un moment magique, c'était les élèves de CE1, CE2, parce qu'ils n'étaient pas complètement mobilisés par les automatismes scolaires nécessaires, et ils étaient comme ça dans la magie des mots. Et puis, de toute façon, quand on me dit est-ce qu'ils comprennent tout, moi je réponds est-ce que vous avez tout compris, vous, des illuminations de Rimbaud, si vous avez tout compris, vous me l'expliquez. Donc voilà. Et puis moi, j'ai essayé de me souvenir d'une chose. J'ai eu le privilège de connaître Geneviève de Gaulle quand j'étais très, très, très jeune, parce que c'était une amie de mon grand-père. Et elle récitait, j'étais là, comme ça, dans un coin, et elle disait que quand elle était à Ravensbrück, dans le froid, dans la faim, dans la peur, au moment de l'appel, elle avait repéré une jeune fille qui disait des vers de Valéry. Alors elle s'approchait tout doucement d'elle, parce que c'était horrible. Et j'ai entendu du haut de mes 13 ou 14 ans, ça m'a aidé à tenir debout. Et moi, quand on me dit comment vous choisissez les textes, je sais pas, enfin ça va être le thème, mais j'essaye de leur donner toujours des textes dont j'imagine que ça va les aider à tenir debout toute leur vie, dans les moments terribles ou dans les moments de grande joie. Voilà, c'est ça la fonction de la poésie. Travail de mémoire qui permet aux jeunes de faire de l'histoire, de travailler sur des textes, de développer leur esprit critique et de réfléchir. Mais en même temps, d'organiser des séquences et des manifestations donc, où la solennité du moment, sur des commémorations entre autres, permettent de donner une certaine tenue, une organisation et une réflexion qui permet aussi aux enfants de prendre la parole à travers des textes lus, des textes récités, mais aussi de chanter. Voilà. Monsieur le Président de la SMLH du 14e, donc je vous ai vu au 11 novembre avec toutes ces écoles et ce collège qui étaient autour de vous, donc, avec le magnifique discours que vous avez prononcé, notamment qui concernait les femmes, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et donc, sur moi, ce que j'ai fait en accompagnant l'équipe que je pilotais, donc, on a travaillé sur ce mémorial, donc histoire, c'était aussi bien un travail sur la Première et Seconde Guerre mondiale, donc, pour les élèves de CM1 et surtout de CM2, donc un travail en classe, mais aussi un travail sur le terrain. Et tous les ans, j'organisais, donc, en collaboration avec la Fondation Maginot, qui nous aidait et qui nous suivait, donc, sur un voyage mémoriel qui pouvait être une année à Verdun, une autre année sur les champs de bataille de la Somme, une autre année sur les champs de bataille de l'Aisne, et aussi des classes de découverte donc, organisées sur les plages du débarquement. Voilà. Donc des projets comme ça. Et à travers ces projets, il y avait toujours un moment solennel où on allait sur un monument, dans un cimetière, sur les plages du débarquement. C'était cimetière américain de Colville-sur-Mer, mais aussi cimetière allemand, donc, pour montrer que, disons, on était surtout dans un esprit pacifique de rassemblement, de regroupement et de gestion d'un avenir qui se voudrait serein. Bon, le moment actuel était compliqué, mais pour les élèves, c'est bien de porter ces valeurs-là. Et donc, entre autres, on leur faisait apprendre, bien sûr, ils chantaient la Marseillaise, le chant des partisans, mais aussi, dans le cimetière américain, allemand notamment, l'hymne européen, en français et en allemand, par exemple. Donc ça, cet engagement-là, c'est un engagement d'une équipe d'enseignants qui sont d'accord, hein, qui rejoignent et qui ont envie de faire. Aussi le professeur de musique de la ville de Paris, hein, qui sait et dont le métier est d'apprendre à chanter aux enfants et de chanter juste. Et puis, gerbe de fleurs aux couleurs de l'Académie de Paris, de l'école, donc déposée avec la minute de silence. Toute cette solennité du recueillement et de la belle tenue, voilà, qui accompagne tout le travail. Un autre, donc j'essaie de me dépêcher, un autre exemple, c'est la commémoration du 27 janvier, qui a eu cette année en résonance, c'était les 80 ans de l'ouverture d'Auschwitz par l'Armée Rouge, donc, et tous les ans, parce que dans toutes les écoles de Paris, ou dans beaucoup d'écoles anciennes de Paris, il y a une plaque à l'extérieur de l'école, noire, qui parle du moment de la Shoah, entre 42 et 44,
Et à l'intérieur de l'école, il y a le nom des enfants qui ont été déportés. Donc tout cela qui est comme, c'est une pierre, hein, devant laquelle, enfin une plaque, devant laquelle passent tous les jours les enfants, il est nécessaire de leur expliquer, et c'est pas un cheveu sur la soupe, ou quelque chose qui est plaqué comme ça. C'est vraiment quelque chose qui passe devant et on leur explique. Donc je faisais venir, moi j'ai réussi à faire venir chaque année des enfants cachés. On a travaillé avec le mémorial de la Shoah, l'enfant et la Shoah et l'Ad Layeled, et on faisait tous les ans, je faisais venir la mère avec son écharpe qui faisait un discours avec toutes les activités de récitation de poésie, Oui. de chant, Oui. 2 minutes de silence et de fleurissement des Alors, flammes, par exemple. J'ajoute que le secrétaire général de Christine Kaiser, qui s'appelle Christophe Losfeld, fait partie et est très actif, il est même référent d'une association que tu connais sans doute qui s'appelle Mémoire croisée. Donc il y a sûrement quelque chose à Oui. faire avec eux. J'ajoute que sur les écoles dont je me suis occupé, j'ai toujours été en relation avec votre collègue et ami, donc Jacques Devez, dans le 5e arrondissement, et SMLH du 5, qui a rapporté des choses extraordinaires dans les écoles sur le témoignage pour travailler sur la notion de citoyenneté, d'engagement, d'empathie, toutes ces compétences psychosociales dont on parle à l'école et qui font partie des programmes et instructions officielles. Donc moi, ce qu'on a essayé toujours de faire, c'est toujours travailler en fonction des programmes et instructions officielles de notre institution, mais en essayant de les illustrer. Voilà. Merci Moi, je vous en prie. de cette communication avec Aude Briot, donc, qui est inspectrice de la circonscription 14e, du Montparnasse. 14e, Il y en a Montparnasse. une et demie dans le 14e, donc moi c'est l'une. Voilà, qui mène de très nombreux projets, et des projets vraiment d'ampleur. J'en ai touché un tout petit mot pour les tables du 14e, mais je vous laisserai en parler, et dont nous sommes vraiment heureux de pouvoir contribuer à la belle réalisation de votre travail et des contacts que vous avez évidemment avec toutes ces écoles. C'est une porte ouverte vers des actions comme celle de Marie-Dominique ou comme celle à venir de Jean-Luc Denat. Et puis, ça nous permet aussi de voir toute la richesse de votre travail dans les écoles, et c'est absolument remarquable. Je vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je salue les interventions autour de la littérature qui peuvent avoir lieu, puisque votre discours m'a fait penser aux dernières pages de La recherche du temps perdu, où la vie réellement vécue, la vie enfin retrouvée, c'est la littérature. Donc, je souscris. Alors, moi, j'ai aussi des projets dans les écoles, un peu certains qui concernent peu de classes, certains qui concernent plus. Il y en a peut-être 3 qui me tiennent à cœur particulièrement. Je ne sais pas vraiment par lequel commencer, mais peut-être pour faire un lien avec la littérature, parler du projet Conte que nous menons depuis 4 ans maintenant dans les écoles d'éducation prioritaire. Donc 8 écoles de la circonscription, maternelle et élémentaire, où notre objectif est d'apprendre aux élèves à compter dès la petite section. Je ne dirais pas qu'on prépare le grand oral du bac, mais on peut quand même, on les prépare en tout cas à pouvoir affronter un public dans la vie et à pouvoir parler sans avoir besoin de lire leurs notes, ce qui est toujours un peu pénible pour l'auditoire. Et on les prépare dans le plaisir du conte. Donc c'est un projet qui a 4 ans, qui passe par la formation des enseignants à devenir conteurs eux-mêmes, parce que c'est pas simple de compter. D'ailleurs, parfois, ils ont un peu de mal à commencer, à se mettre en scène, à se dénuder en quelque sorte. Hein. C'est difficile devant les autres. Donc ça passe par leur formation, par des interventions de conteuses en classe, mais donc qui offrent des contes aux élèves, mais tout ça avec de manière intercalée des séances où les élèves comptent. On appelle ça des cercles de conteurs. Et ils apprennent progressivement à prendre la parole, à se compléter les uns les autres. Et c'est un projet qui a remporté l'adhésion des enseignants, puisque tous les ans, je les consulte pour savoir si on reconduit ou pas. Ils veulent toujours reconduire. Une école maternelle a même souhaité l'étendre, puisque moi, je donne cette possibilité à un enseignant par école, parce que ça coûte cher. Mais une école a trouvé, grâce
au CNR, la fondation de l'école, a trouvé un budget pour que tous les enseignants de l'école soient formés et qu'il y ait des interventions dans toutes les classes. Et on remarque vraiment maintenant, depuis quelques temps, que certains élèves font ça tous les ans, une plus grande aisance dans le langage oral, un plus grand lexique, ce qui en éducation prioritaire est vraiment une belle réussite. Donc ça, c'est un des projets qui touche 8 écoles. Il y en a un autre dont vous avez parlé, l'étape du 14e. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif, enfin si le titre dit ce que c'est, mais c'est un travail qu'on mène aussi pour la 4e année, avec tous les enseignants volontaires. Il y en a cette année, je pense, une 40aine, grâce aussi à un partenariat très précieux avec le lycée Guillaume Tirel, qui est au métro Raspail. Lycée hôtelier. Absolument, qui est un BTS diététique. Et quand j'ai eu cette idée, j'ai eu envie de travailler sur l'alimentation, je suis allée rencontrer, j'ai demandé au proviseur un rendez-vous et il avait eu la bonne idée de convier à ce rendez-vous la responsable du BTS diététique qui a beaucoup adhéré, elle s'appelle Sandra Cussy, il faut que je la nomme parce qu'elle est très importante dans ce projet, elle a beaucoup adhéré et donc elle a réussi à mobiliser ses étudiants pour qu'on ait des interventions en classe à tous les niveaux puisque c'est un projet ouvert de la petite section au CM2 et il y a réellement tous les niveaux représentés. Donc des interventions, des ateliers en classe qui soient adaptés aux différents niveaux. On a fait des ateliers cycle 1 autour de l'organoleptique, atelier cycle 2 et cycle 3, ils sont un peu différents. Et donc le projet, c'est de travailler sur un menu équilibré et de saison. Ça, c'est la base, équilibré et de saison. Ça peut être du petit déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner ou le goûter. Même si l'équilibre alimentaire, je l'ai appris grâce à Guillaume Tirel, c'est sur 3 semaines. Mais enfin bon, on essaye de faire là à l'échelle du menu, quelque chose d'équilibré. Donc ils doivent travailler là-dessus, proposer un menu, rédiger une recette de ce menu et s'ils le souhaitent, et ils le souhaitent toujours, illustrer leur recette. Et depuis l'année dernière, on a introduit un thème. L'an dernier, c'était les épices, cette année, c'est repas du monde. Et donc, il y a tout un travail en classe, au long cours, sur la découverte des aliments, la production de repas, mais aussi, parce que c'est un projet transversal, qui permet de travailler beaucoup de matières, sachant que les enseignants peuvent décider de mettre l'accent sur une discipline précise ou sur tout, puisque finalement, certains élèves travaillent beaucoup sur l'illustration, c'est vraiment un travail d'art plastique, mais d'autres travaillent sur tout le monde travaille sur la production d'écrit, ça c'était un peu la base aussi, je suis une ancienne prof de lettres, donc voilà, production d'écrit, puisque quand on rédige une recette, on travaille sur les modes, on choisit un mode de l'impératif, l'indicatif, l'infinitif, on travaille le lexique des ustensiles, le lexique de la cuisine, on travaille beaucoup de choses, on fait des phrases, ce qui est très important dès la petite section. Ils peuvent travailler les mathématiques parce qu'ils peuvent changer le nombre d'ingrédients initiaux et travailler la proportionnalité. Enfin, on travaille beaucoup de choses avec ce projet. Et donc, ça a donné, alors là, merci, vous avez apporté les 2 derniers. Donc, le 3e, j'en avais plus, moi. Oui. Donc là, vous avez celui avec les épices. Donc, on travaille avec un maquettiste, un professionnel et un imprimeur. On a aussi, outre la MOPA, comme partenaire important, la Caisse des écoles. C'est important de le signaler parce que la Caisse des écoles finance l'imprimeur. Donc, vous voyez qu'il y a des rubriques par saison et voilà, donc à chaque fois on a le menu, voilà, sur la page de gauche, sur la page de droite, la recette déclinée avec une illustration. Donc, il y a systématiquement, même si ça n'était pas du tout obligatoire, mais il y a quand même systématiquement des illustrations parce qu'en fait les élèves aiment bien ça. D'ailleurs, cette illustration-là de première de couverture comme de 4e de couverture a été faite par une école maternelle qui avait fait de tellement belles photos que j'avais envie d'en mettre partout. C'est vrai, non, parce qu'il y a des dessins d'enfants, oui, il y a des compositions parfois avec des morceaux de laine. J'ai vu le modèle. Voilà, et il y a et là, ce qu'on voit, ce sont vraiment des épices. Hein. Ils ont fait une production avec des épices. Parfois, on les voit en train de faire la cuisine ou avec une table bien mise. Voilà. C'est un projet
que j'ai réussi jusqu'à présent à reconduire. C'est pas simple parce qu'il faut trouver des étudiants qui soient motivés, il faut trouver des financements. Toujours. Et voilà, et donc je vous remercie encore une fois parce que vous avez très grandement contribué à la dernière édition. Nous finance l'impression. Non, le maquettiste. Le maquettiste. Ça n'est pas rien, parce que c'est un travail énorme. Ah oui. En fait, Le moi, maquettiste, je me charge de tout récolter, de tout relire, parfois de demander des changements, parce que la première année, surtout, j'avais eu parfois des menus que je ne trouvais pas extrêmement équilibrés. Notamment, je me rappelle un menu de petit déjeuner composé de tarte aux poires, tarte aux pommes, tarte au kiwi. J'avais trouvé que, certes, il y avait des fruits, c'est vrai, mais que ça manquait un petit peu d'équilibre quand même. Mais finalement, la première année, j'ai beaucoup demandé de changements. La deuxième, très peu. La troisième, plus du tout. Donc, Ça passe. Et donc voilà, j'harmonise les styles, mais j'envoie un fichier au maquettiste qui est quand même assez grossier. Voilà. Et lui, il en fait ce merveilleux livre. Ouais. Voilà, donc, et l'autre projet, je parle de projet. Alors, le dernier projet, il vient de naître là cette année, c'est tout nouveau. Enfin, on l'a expérimenté un peu l'année dernière, mais là, on l'a étendu à tout le 14e, puisque je l'ai même proposé à ma collègue qui a ce qu'on appelle la 14B. Corps une sœur. En fait, quand je dis qu'il y a une circonscription ennemie dans le 14e, c'est qu'il y a la 14A et il y a la 14B 15A. Parce qu'il y a un bout dans le 14e, un bout dans le 15e. Mais donc la 14B a adhéré aussi à ce nouveau projet autour de la prévention du harcèlement. Et ça, c'est un travail en lien avec les collèges. Donc, tous les chefs d'établissement aussi ont adhéré. En fait, en septembre, j'ai proposé une réunion aux 4 chefs d'établissement qui sont dans ma circonscription. D'ailleurs, l'un est ce soir juste en bas. Je peux le saluer en passant. Il a cru que je venais dîner avec lui. Et depuis quelques années, je demande aux chefs d'établissement s'ils veulent bien envoyer des élèves ambassadeurs du harcèlement en mission dans les classes de CM2 pour pouvoir sensibiliser les élèves au harcèlement. Et charge aux élèves de CM2 de faire la même chose dans leur école, au moins dans une classe, idéalement dans plusieurs, mais qu'il y ait une sorte de ruissellement et qu'on parle du harcèlement, de ce que c'est, la manière de réagir face à du harcèlement. Et tout ça en parallèle de la mise en place de la méthode de préoccupation partagée dans les écoles. Mais donc et l'année dernière, Sébastien Blondeau, donc le chef d'Audet, a proposé que les écoles fassent des affiches de prévention. Et après, on a fait un vote et il avait annoncé que l'affiche gagnante figurerait dans le carnet de correspondance des futurs 6e. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. Et donc, j'ai proposé qu'on fasse ça partout, dans toutes les écoles de la circonscription et donc du 14e. Donc, tous les CM2 du 14e, je crois vraiment qu'on peut le dire, ont eu déjà comme les visites des ambassadeurs du harcèlement. Et ils devaient faire pour le 31 janvier, ils devaient remettre une affiche. Parce qu'on avait choisi la date du 31 janvier parce que ça correspondait aussi à la date du concours national non au harcèlement. Donc je leur disais, on fait un petit concours local, mais en même temps, avec les mêmes choses, vous pouvez faire le concours national. Et après, on va faire un vote dans chaque collège. Et chaque collège a choisi des modalités de valorisation qui leur sont propres. À Daudet, ça va être encore le carnet de correspondance. À Paul Bert, c'est plutôt un affichage dans le hall. Donc, ça dépend des collèges. Après, ils sont libres de faire comme ils souhaitent. Mais la mairie du 14e, qui est aussi un partenaire très précieux, parce qui adhère toujours aux propositions que je fais, a accepté aussi de faire une exposition dans la mairie, on ne sait pas encore où. Et même, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire des affiches, parce qu'ils font de très belles affiches. Ils en ont fait sur d'autres projets que j'avais proposés il y a quelques années. Et j'ai demandé aussi qu'on puisse faire une campagne d'affichage dans le 14e arrondissement de ces affiches. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais en tout cas, ils ont tout de suite dit oui. Voilà. Donc, bientôt dans votre arrondissement, il y aura des affiches, j'espère, qui seront faites par les élèves de CM2 de l'arrondissement. Voilà.